civil, c'est quoi? C'est une expression qui trouve son fondement dans le Code civil et qui voudrait que l'on repare les dommages causés à autrui, que nous appelons aussi tiers, à la suite d'une faute, d'une négligence ou même d'une imprudence de notre part, ou de la part des personnes qui sont sous notre responsabilité ou sous notre garde. Ça, ce sont les articles 258 à 262 du Code civil, droit des obligations. Donc, en termes simples, la responsabilité civile, c'est quoi? Si je cause un dommage à quelqu'un, je repasse ce dommage, aussi simple que ça. Si quelque chose qui est sous ma garde, quelqu'un qui est sous ma responsabilité, cause un dommage à quelqu'un, je suis obligé de réparer ce dommage-là. C'est ça, en termes simples, la responsabilité civile. C'est même pour ça que dans le langage courant, vous allez entendre, on va dire que non, ce monsieur est un responsable. Ou bien, cet homme est un responsable. Pourquoi? Parce que il répond soit de ce qui est sous sa charge, ou bien il répond des actes de ceux qui sont sous sa responsabilité. Voilà. OK. Autrui ou tiers, c'est une notion aussi importante dans la responsabilité. Donc, c'est toute personne autre que là où les personnes qui sont assurées. Donc, tous ceux qui peuvent nous faire une réclamation sont considérés comme des tiers. C'est toute autre personne à part nous-mêmes. Voilà. Quels sont les types de dommages? Les dommages peuvent être corporels, matériels ou même immatériels. Les dommages corporels, c'est les atteintes physiques à un être humain. Aussi simple que ça. Donc, si peut-être par mon imprudence, par ma faute, je vous cause peut-être une lésion corporelle, c'est un dommage corporel, une blessure, etc. Le dommage matériel, c'est toute détérioration, destruction ou disparition d'un bien quelconque. Voilà. Donc, quand ça touche l'individu, quand ça touche la personne, l'intégrité physique de la personne, on parlera de dommage corporel. Lorsque ça touche un bien, on parlera de dommage matériel. Le dommage immatériel, c'est tout dommage ou préjudice autre qu'un dommage corporel ou un dommage matériel, comme nous avons vu. Donc, en matière de responsabilité civile, vous pouvez être appelé à intervenir à 3 niveaux parce que votre faute ou une imprudence de vous ou de ceux qui sont sous votre responsabilité, cela a causé un dommage corporel à quelqu'un. Quelqu'un est blessé, quelqu'un est mort, etc. Ça, c'est le dommage corporel. Dommage matériel, vous avez endommagé un bien qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous devez intervenir. Ou même un dommage immatériel. Ça veut dire que, et même ici, dans le dommage immatériel, il faut distinguer 2 cas. On a immatériel pur, il faut distinguer l'immatériel pur de l'immatériel ordinaire. En fait, l'immatériel pur, c'est lorsqu'on a des dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel. Voilà. Et l'immatériel ordinaire, c'est l'immatériel qui découle de la détérioration, de la destruction d'un bien matériel. Voilà. C'est un peu ça, les 2 cas d'immatériel que nous pouvons avoir. Il y a aussi l'individuel accident. La notion d'accident, c'est quoi? Ça renvoie à une action soudaine et imprévisible qui résulte d'une cause extérieure à la victime. Voilà. L'accident, c'est ça, au sens du contrat d'assurance,
c'est quelque chose qui vous est extérieur, voyez, qui est soudain et imprévisible et qui vous affecte. Voilà. On parlera donc de l'individuel accident pour désigner les accidents au sens de la définition ci-dessous dont est victime une personne. Voilà, c'est une individuelle accident, c'est-à-dire c'est un accident qui me touche, qui touche ma personne. Voilà. Donc, un accident peut déboucher, à la suite d'un accident, on a 4 cas. Hein. Soit on n'a rien du tout, ça c'est, si on peut dire que la chance était avec nous, il y a un accident et on sort indemne, on sort, on remercie le bon Dieu et on n'a absolument rien. Ça c'est le cas que nous souhaitons, c'est-à-dire que s'il y a un accident, qu'il n'y ait vraiment pas de conséquences. Mais il peut aussi arriver qu'un accident débouche sur des blessures ou des lésions corporelles. Voilà. Ou encore, ça peut déboucher sur une invalidité qui peut être totale ou partielle. Et le dernier cas, le cas extrême, c'est un décès. Ou un accident débouche sur un décès. Voilà. Environnement de risque. Donc, vous savez très bien que la rentrée scolaire se profile à l'horizon. On parle d'octobre. Donc, avec cette rentrée, la responsabilité des parents et des établissements scolaires connaîtra une hausse du fait des enfants ou des élèves. Nous savons que les enfants sortent de la maison pour se rendre à l'école. Cela constitue un risque. Risque d'accident, risque de causer un dommage à autrui, etc. etc. Donc, la présence aussi des enfants ou des élèves dans les établissements scolaires constitue aussi un risque pour le responsable de l'établissement. Risque de se blesser pendant les activités scolaires, risque de blesser un autre élève, etc., etc. Donc, voilà les risques. On a coutume même de dire que la vie est un risque. Hein, donc, mais le fait de sortir et de se confronter au monde extérieur, cela représente un niveau de risque supplémentaire. Voilà. Face à ce risque-là, on a les choix ci-dessous. Soit les parents, ils peuvent faire le choix de garder les enfants à la maison, ce qui est plutôt dommage et donc pas envisageable. Parce qu'aujourd'hui, si vous gardez les enfants qui ne fréquentent pas, en fait, ce n'est pas un choix. C'est condamner ces enfants-là. Donc, on voit clairement que opter pour garder les enfants à la maison, ce n'est pas la bonne approche. Pour les établissements scolaires, ils peuvent refuser de recevoir les élèves. Ils disent que non, pour éviter les risques, nous, on décide qu'on ne reçoit pas des élèves. Ce qui est également absurde, parce que ce sont des opérateurs économiques fermer les établissements, ce n'est pas également envisageable. Une autre possibilité, c'est de dire que, OK, nous, que ce soit les parents ou des établissements scolaires, ils décident qu'on va mettre un fonds pour pallier aux conséquences des risques que nous venons de relever plus haut. Donc, un chef d'établissement dit, OK, je vais faire ce qu'on va appeler une caisse et je vais cantonner de l'argent là, au point que, bon, si ma responsabilité est engagée du fait de l'élève ou bien du fait d'un personnel enseignant, je vais aller puiser dans ce fonds-là pour pouvoir payer. Et de même, le parent peut aussi dire que, bon, je vais ouvrir une caisse à la maison, je vais cantonner de l'argent là-dedans, et si mon enfant, pendant qu'il part à l'école ou bien pendant qu'il est à l'école, commet un dommage
et que on m'interpelle pour réparer, je vais aller puiser dans cette caisse-là pour indemniser. Donc, vous serez donc obligé de cantonner les fonds qui pouvaient servir à d'autres choses. On sait généralement qu'à la rentrée scolaire, que ce soit pour des parents ou même pour des établissements scolaires, il y a des dépenses, il y a des choses à faire et ce n'est pas le moment vraiment idéal où on souhaite cantonner de l'argent. D'ailleurs, vous allez voir des gens qui vont faire recours au crédit scolaire, etc., etc. Maintenant, s'il faut leur demander aussi de cantonner de l'argent, s'il faut cantonner de l'argent, ça va devenir, ça sera vraiment compliqué. Donc, l'autre possibilité, c'est de transférer les conséquences de ces risques-là chez Activa. Voilà. Au moyennant paiement d'une prime, la compagnie pourra vous accompagner lorsque il y a un sinistre. Et une autre précision, c'est que même si vous voulez cantonner de l'argent, vous aurez un problème parce que vous ne saurez pas combien il faudra cantonner. Parce que les montants peuvent être vraiment importants, notamment lorsqu'on parle de responsabilité civile. Ça peut aller, les montants peuvent vraiment aller à des niveaux vraiment insoupçonnés. Voilà. Donc, imaginez peut-être votre enfant, peut-être sur le chemin de l'école, par une imprudence, il cause peut-être un dommage corporel à un autre élève ou bien à un autre enfant, et qu'il faille peut-être faire une opération. Je dis peut-être, l'enfant a jeté peut-être un caillou, une pierre, et ça a peut-être abîmé l'œil d'un autre élève, et que vous, parents, on vient, on vous fait la facture. Il faut peut-être faire une opération, il faut ci, il faut ça. Comprenez très bien que les montants peuvent devenir très importants assez rapidement. Voilà. Donc, on va maintenant voir la solution qu'Activa propose. Bon, avant cela, on va voir quelques questions. Je vois ici, on dit aujourd'hui, l'assurance en République démocratique n'intervient que pour quelques cas. Et tout cela manque de sensibilisation sur les obligations des assurances. Oui, ça c'est bon, ça c'est plutôt une remarque plutôt qu'une question. Je partage évidemment ce point de vue et la sensibilisation se fait à plusieurs niveaux. Tout à l'heure, on a parlé du régulateur, on a également parlé des compagnies d'assurance et même l'association des compagnies d'assurance. C'est vrai, la sensibilisation doit y être. Mais il y a un travail qui est fait dans ce sens. Peut-être ce n'est pas suffisant, mais le travail est fait. Déjà, même ce webinaire où nous sommes actuellement constitue la sensibilisation. Tout à l'heure, il y a un des participants qui a posé une question, en fait, qui faisait également une remarque que on est en train de faire plutôt la présentation d'abord de l'entreprise et de la présentation de l'environnement de l'assurance en RDC, sans entrer dans le vif du sujet. Et je disais que non, quand on a l'occasion d'avoir des personnes qui nous écoutent, on ne peut pas tout simplement venir prendre un produit et commencer à parler. Il faut qu'on puisse parler de l'évolution du paysage assurantiel en RDC, ce qui constitue une forme de sensibilisation. Donc, c'est une remarque pertinente et le travail est fait dans ce sens. Donc, que ce soit même pour les assurances obligatoires, nous en avons 6. Et même, comme je disais tantôt, on a 6 assurances obligatoires et la sensibilisation suit son bonhomme de chemin. Là, quand ils étaient à Lubumbashi et même à Goma, dans le cadre de cette sensibilisation.
Donc, ça se fait progressivement et on espère que ça va aller s'intensifiant davantage. Donc, on va revenir au niveau de la présentation. Donc, pour vous accompagner dans cette démarche en vue de transférer les conséquences de ce risque chez Activa, nous vous proposons 2 formules d'assurance. On a une formule en police unique souscrite par l'établissement scolaire et cette police-là couvre les élèves et le personnel de l'établissement. Donc, vous êtes peut-être promoteur d'une école, promoteur même d'une institution universitaire. Quand il parle de l'école, c'est école primaire, école secondaire et même le supérieur. Donc, vous décidez que Activa vous délivre une police d'assurance, responsabilité civile, scolaire, qui va couvrir la responsabilité civile de l'établissement et la responsabilité civile des élèves et du personnel de l'école. Parce que vous savez que lorsque les enfants sont à l'école, ils sont sous la responsabilité de l'établissement. Et le personnel qui enseigne, qui encadre, qui s'occupe de ces enfants-là, ils sont les préposés de l'établissement scolaire. Donc l'établissement scolaire répond des actes de ces préposés. Voilà. Donc, on a également une deuxième possibilité. C'est une formule en police individuelle que les parents peuvent souscrire pour couvrir les élèves, pour couvrir les enfants. Sur le chemin de l'école, ils peuvent causer des dommages routiers. Et là, le parent, quand il est interpellé, l'assureur, il informe l'assureur et l'assureur interviendra pour pouvoir payer les conséquences de ces réclamations. Voilà. Donc, dans le produit responsabilité civile scolaire qu'Activa offre, que ce soit si elle est souscrite aussi bien par un parent ou même par l'établissement scolaire, 2 garanties sont proposées dans cette solution-là. La première garantie, c'est la responsabilité civile. Voilà. Avec cette garantie, Activa se substitue à vous, qui êtes parent ou établissement scolaire, pour payer les conséquences pécuniaires des actes de l'enfant ou de l'élève ayant causé des dommages à autrui. Voilà. Donc, ça veut dire que votre enfant, lorsqu'il quitte de la maison pour aller à l'école, il peut causer des dommages aux passants, aux tiers. Il peut endommager la voiture de quelqu'un. J'ai vu souvent des enfants, quand ils rentrent des classes, ils ramassent peut-être une pierre ou un objet tranchant. Et parfois, ils passent à côté d'une voiture, peut-être inconsciemment, ils grattent soit cette pierre-là ou cet objet tranchant sur la voiture. Ça détériore la peinture. En réalité, le propriétaire de ce véhicule-là est en droit de saisir les parents de cet enfant pour réparer la peinture sur son véhicule qui a été gratté, par exemple. On a un enfant, parfois, quand il rentre des classes, il peut jouer en route pendant qu'il joue, il ramasse une pierre, peut-être il jette, ça perfore peut-être les pare-brises d'un véhicule garé, ou bien ça blesse un passant. Tout ça, c'est les cas de responsabilité. Et vous, parents, étant sous la
l'enfant étant sous votre responsabilité, sous votre garde, vous êtes amené à réparer ce dommage. Voilà. Vous avez même l'école qui organise peut-être une excursion, des activités parascolaires. Et à l'occasion de ces activités-là, les enfants peuvent occasionner un dommage. Imaginez peut-être une école qui organise peut-être une visite d'entreprise. Voilà, une visite, peut-être l'entreprise veut peut-être faire immerger ses élèves ou bien ses étudiants dans l'environnement de l'entreprise. Et que lors de cette excursion ou de cette visite-là, un élève endommage un équipement ou un bien appartenant à l'entreprise, l'entreprise est en droit de se retourner vers l'école pour dire que ce bien ou cet équipement qui a été endommagé par une imprudence ou bien par une négligence de votre élève, vous devez le réparer. Voilà. Et là, Activa va se substituer à vous pour pouvoir réparer euh, euh, cet équipement ou cette machine-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est la garantie responsabilité civile. Elle intervient pour réparer les dommages que vous ou que ceux qui sont sous votre responsabilité peuvent causer aux tiers. Et rappelez-vous, ça c'est un principe même énoncé dans le Code civil, comme on a dit précédemment. Donc, ce n'est même pas à négocier. Tout ce qu'il faut, c'est que le tiers puisse faire sa réclamation. C'est tout. Et l'assureur interviendra. Nous avons également la deuxième garantie, c'est la garantie individuelle accident. Cette garantie couvre maintenant les dommages que l'enfant peut subir. Voilà. La responsabilité civile couvre les dommages que l'enfant ou l'élève peut causer. La garantie, l'individuel accident maintenant couvre les dommages que l'enfant ou l'élève peut subir. Voilà. Et avec cette garantie, Activa payera les frais médicaux exposés à la suite d'un accident. C'est-à-dire si l'enfant subit un accident et qu'à la suite de cet accident, il y a des blessures, Activa rembourse les frais médicaux exposés pour ces soins de l'enfant. Et évidemment, ici, ces frais-là sont remboursés jusqu'à concurrence du montant qui est couvert au contrat. Voilà. Tout à l'heure, il y avait un des participants au webinaire qui a posé la question en se disant que si on a par exemple le contrat pour les frais médicaux, par exemple, le contrat a prévu $50 et qu'après les $50, l'enfant n'est toujours pas guéri. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, la réponse est évidente. Il y a un contrat qui vous lie à Activa. Et le contrat a ses clauses en termes de ce qui est couvert, de ce qui n'est pas couvert, et même ce qui est couvert, c'est couvert à quel montant. Voilà. Et cette négociation-là, ça se fait au moment de la souscription. Parce que tout ça dépend aussi de la capacité des uns et des autres à payer la prime. Donc, si au moment de la mise en place du contrat, vous nous avez dit que, OK, pour les frais médicaux, vous souhaitez que ça soit plafonné à $50 et que l'enfant subit un accident et qu'il faut soigner, l'assureur va soigner jusqu'à hauteur de $50. Si après les $50, l'enfant n'est pas guéri, eh bien, le parent va prendre le relais pour continuer les soins. On ne va pas laisser l'enfant mourir. Voilà. Donc, le parent va prendre le relais pour continuer maintenant à payer les soins de l'enfant. Voilà. Nous avons également le paiement d'un capital forfaitaire en cas d'invalidité à la suite d'un accident. Tout à l'heure, on a vu que les conséquences d'un accident
ça peut aussi être une invalidité qui peut être partielle ou totale. Voilà. Ça peut être partiel ou total. Mais à l'issue de ça, il y a un capital également qui est prévu dans le contrat et l'assureur payera cela. Et le cas le plus extrême, c'est si à la suite d'un accident, il y a un décès. Et là également, l'assureur paiera le capital qui a été prévu dans le contrat. Donc, et on précise quand même que le capital est choisi au moment de la souscription du produit. Ce n'est pas quand le sinistre se réalise qu'on va commencer à discuter sur le capital couvert. Non. L'avantage avec le produit que Activa vous propose, c'est que dès le départ, on est au courant, vous savez à quelle hauteur vous êtes garanti, et tout cela est connu dès le départ et la prime est payée en conséquence. Il y a également un autre participant au webinaire qui a posé la question de savoir pourquoi le capital que nous couvrons pour la garantie responsabilité civile est plus élevé que le capital pour la garantie individuelle accident. Oui, déjà, parce que l'obligation que vous avez en matière de responsabilité civile, c'est une réparation intégrale. Parce qu'il n'y a aucune raison qui voudrait que vous causez un dommage à quelqu'un et que vous décidez de réparer ce dommage-là à moitié. Il ne vous a pas demandé de lui causer un dommage. Donc, en matière de responsabilité civile, c'est la réparation intégrale. C'est pour ça que le capital qui est prévu est plus élevé pour pouvoir être sûr que, quel que soit vraiment ce qui va arriver, ça pourra, le capital qui est prévu en SC peut permettre de venir à bout sans problème particulier. Alors que, pour ce qui est de la garantie individuelle accident, c'est vous-même maintenant que vous décidez, c'est vous qui décidez que si l'enfant subit un dommage, voilà combien je veux qu'on paye à l'enfant. Ou bien voilà ce que je veux que l'assureur paye. C'est vous. Parce que vous pouvez même décider que si l'enfant subit un dommage, qu'on ne paye rien. Ça, c'est vraiment votre droit. Donc, c'est pour ça que le capital qui est généralement choisi, c'est beaucoup plus faible. Parce que la prime aussi, plus le capital est élevé, la prime aussi est élevée. Donc, on trouve toujours avec les clients, avec les assurés, le juste milieu. Voilà. Avant de continuer, je vais également arrêter encore pour prendre quelques questions avant qu'on ne continue. Nous avons appris il n'y a pas longtemps qu'un enseignant a frappé un élève et ce dernier en est mort par accident. Lorsque l'élève est assuré et l'enseignant qui a commis le forfait également, qui prend la responsabilité de cela? Ici, l'enseignant est le préposé d'un établissement. C'est pour ça que je vous ai tantôt dit que les établissements scolaires doivent également prendre cette assurance. Parce que nous sommes vraiment dans le cas où on a un préposé qui a commis une faute. Même si de plus en plus, dans nos établissements, le châtiment corporel est de plus en plus prescrit. Et même les établissements qui continuent à accepter le châtiment corporel, c'est très encadré. Voilà. Donc, lorsque un enseignant frappe un élève et que l'élève décède, ça veut dire que cet enseignant a commis déjà une faute. Et vous avez vu, lorsque je définissais la responsabilité civile, on a dit que lorsqu'on commet une faute
une imprudence ou une négligence et que cela a causé un dommage à autrui, on est obligé de le réparer. Et dans le cas d'espèce, l'enseignant a agi quand il est préposé de l'établissement. Donc, c'est la responsabilité civile de l'établissement. Voilà. Donc, ce cas d'espèce, l'établissement est totalement responsable de l'acte de son préposé et doit agir pour pouvoir réparer les conséquences. C'est clair qu'ici, on ne pourra pas ressusciter l'élève qui est décédé, mais tous les autres frais et les indemnités que cela peut générer, l'école va pouvoir payer. Voilà. Donc ici, c'est un cas qui montre que les établissements scolaires doivent prendre cette assurance. Parce que malgré l'encadrement qui peut être fait par le statut de l'école et autres, il peut toujours arriver qu'un préposé puisse aller à l'encontre de tout cela et mettre l'école en difficulté. Voilà. Comment Activa s'organise pour assurer les enfants au niveau des écoles? Ça, c'est également une bonne question. Ce que nous faisons concrètement, il y a deux possibilités. L'école nous communique les informations, notamment le nom, l'effectif de ses élèves avec leur nom. L'école nous communique également son emplacement, le type d'enseignement qu'il dispense, si c'est technique ou bien c'est général. Et nous, avec ces informations, on fait ce qu'on appelle une offre, une proposition d'assurance que nous soumettons à l'école. L'école analyse cela en termes de garantie que nous offrons, en termes de capitaux. Et si l'école est d'accord, l'école valide cette proposition en nous demandant d'émettre une facture. Nous émettons la facture et l'école paye. Une fois la prime payée, Activa imprime le contrat, signe le contrat et fait signer le contrat par l'école, le représentant de l'école. Ça peut être le fondateur, ça peut être le principal. Et là, à ce moment-là, les enfants, les préposés sont couverts. Maintenant, si un enfant, lors d'une activité scolaire ou parascolaire, fait un accident, l'école déclare ce sinistre-là à Activa en disant que tel jour, lors de telle activité de l'école, l'enfant tel, qui est scolarisé dans notre établissement, dans telle classe, etc., a eu un accident. Et la conséquence de cet accident-là, c'est qu'il a eu peut-être une jambe qui est cassée et il faut peut-être plâtrer, faire ci, faire ça. Et les frais sont peut-être à tel montant. Maintenant, avec les factures et tout, Activa analyse, instruit et procède au paiement de ces frais. L'école peut avancer et Activa rembourse, ou bien, si le montant est important, Activa peut délivrer également un bon de prise en charge à l'établissement sanitaire qui s'occupe des soins de cet enfant. Ce jusqu'à concurrence du capital qui est couvert dans le contrat. On ne pourra pas aller au-delà. Voilà. Donc, concrètement, voilà comment ça se passe. Une autre préoccupation, merci pour cette conférence en ligne. Je travaille des assurances. J'aimerais en moins de cela soulever un point car votre exposé est très clair, comme de l'eau de roche, merci, ça me fait plaisir. Lorsque vous avez dit la prime augmentera le coût des frais, cela laisse une idée des charges supplémentaires, mais de considérer la prime comme faisant partie des frais. Non, ici, en fait, je disais que le contrat couvre des événements, il y a des garanties qui sont accordées, et devant ces garanties-là, il y a des limites. On va peut-être vous dire que la responsabilité, les dommages de responsabilité sont payés jusqu'à hauteur
de tel montant. Voilà. Peut-être pour la RC. Pour l'individuel accident, on va peut-être dire que les frais médicaux que l'assureur doit payer, c'est plafonné à $100, à $50, à $150. Ça, c'est fixé au départ. En invalidité, on va peut-être dire que s'il y a invalidité, voilà le maximum que l'assureur peut payer. On peut peut-être dire $1000, $500, $2000. Cela est fixé. En cas de décès, voilà ce qui est payé, peut-être pour organiser les obsèques de l'enfant décédé. On peut peut-être dire que c'est peut-être $1000, c'est peut-être $2000. Tout ça, c'est fixé. Et donc, cela débouche sur un montant de prime que vous allez payer pour bénéficier donc de ces garanties. On peut peut-être dire que, OK, pour bénéficier de tout cela, la prime, c'est peut-être $10, c'est peut-être $20. Maintenant, vous payez. Une fois que vous payez, ça veut dire que la garantie est déjà due. Parce que n'oublions pas que en responsabilité, en RDC, le code dit que la garantie n'est due qu'à partir du moment où la prime est payée. Voilà. Donc, quand vous avez payé dans la prime, ça veut dire que on est tous tombés d'accord sur les conditions de couverture ainsi que les limites qui sont accordées. Donc, quand il y a donc un sinistre, vous déclarez tout simplement. Vous déclarez à Activa et Activa vous indemnisera dans la limite de ce qui est prévu. Voilà. Une autre question. Est-ce qu'il y a un délai en déant lequel la déclaration de sinistre ne peut plus être acceptée par Activa? En réalité, le Code des assurances prévoit que la déclaration de sinistre doit se faire dans un délai de 8 jours. Voilà. Et ce délai-là est ramené à 5 jours s'il s'agit d'un sinistre vol. Ou peut-être quelqu'un accuse votre enfant d'avoir volé. Ça peut arriver. Vous devez faire une déclaration sous 5 jours. Ça, c'est les délais légaux, ce que le Code prévoit. Mais Activa ne peut raisonnablement pas vous opposer peut-être une déchéance si vous déclarez le sinistre au-delà de ces délais-là. Mais il va falloir quand même montrer que vous ne l'avez pas fait plus tôt parce qu'il y avait peut-être un cas, vraiment un événement qui vous empêchait de faire la déclaration. Vous voyez un peu. Donc, c'est clair que si j'ai connaissance du sinistre aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi j'attendrai 8 jours pour faire la déclaration. Par contre, je peux être dans une impossibilité de déclarer. Dans ce cas, si je viens déclarer au 10e jour, je déclare, mais je précise quand même pourquoi le sinistre n'a été déclaré qu'après 10 jours. Voilà. OK. J'ai également une autre question. Merci de nous préciser si le capital, c'est par élève ou c'est pour toute l'école. Oui. Pour ce qui est du volet individuel accident, le capital, c'est par élève. En fait, c'est par personne assurée. Si l'école a décidé d'intégrer les élèves, ça veut dire que c'est par élève. Si l'école a décidé d'intégrer le personnel enseignant, c'est par élève et par personnel enseignant. Par contre, le capital qui est couvert pour la responsabilité civile, c'est généralement une limite annuelle. C'est-à-dire tous les sinistres qu'on pourra déclarer. C'est pour ça que son capital est parfois un peu plus élevé que ce qui est couvert par tête en matière d'individuel accident. Donc parfois, on a eu certains établissements qui ont décidé de proposer un capital un peu plus élevé pour les enseignants et le personnel d'encadrement et un capital un peu plus faible pour les élèves. Donc on a eu des cas comme ça et c'est vraiment une négociation, hein. Ce n'est pas une imposition. Et ensemble, clients, assureurs, on s'entend et on bâtit quelque chose. Mais lorsqu'on s'est entendu et qu'on a rédigé le contrat, au moment du sinistre, c'est ce contrat-là qui sera exécuté. Ça ne sera pas à ce moment-là qu'on va commencer à dire que non,
comme les frais médicaux étaient couverts à $100 et que maintenant, à l'issue de l'accident, il y a peut-être des opérations, des ceci, est-ce que l'assureur peut accepter d'aller au-delà? Non. L'assureur va payer juste ce qui est prévu parce que la prime avait été également payée en fonction de ces capitaux-là. OK. Est-ce que Activa n'a pas prévu une assurance RC à garantie illimitée pour permettre à ce que si les parents en incapacité financière, les enfants auront un risque de décès? Est-ce que Activa n'a pas prévu une assurance? OK. Déjà ici, comprenez que la responsabilité civile couvre les dommages que l'enfant cause au tiers. La responsabilité civile n'indemnise pas les dommages que l'enfant subit. C'est pour ça que nous, on a voulu, dans le produit RC scolaire, proposer deux garanties. Une garantie RC et une garantie individuelle accident. Donc, la RC, le capital qui est prévu dans le volet RC, ce capital est destiné à couvrir les dommages que l'enfant cause au tiers, pas les dommages subis par l'enfant. Voilà. Donc, ce capital-là ne couvre pas les dommages subis par l'enfant. Le capital qui couvre les dommages subis par l'enfant, c'est ce qui est garanti dans le volet individuel accident. Donc, même si le capital couvert à responsabilité civile est illimité, ce capital-là n'interviendra jamais pour faire soigner l'enfant, par exemple. Ou si l'enfant est décédé, ce capital-là n'est pas destiné à payer les dommages subis par l'enfant. C'est les dommages causés au tiers. Voilà. OK. Donc, j'ai pris toutes les questions. Je vais revenir pour que nous puissions aborder la dernière phase de notre présentation. Donc, on a déjà vu les solutions proposées par Activa. La cible, bon, on en a déjà parlé indirectement, hein, donc, puisque quand j'exposais, je faisais toujours allusion au chef d'établissement ou aux parents. Donc, principalement, c'est les responsables d'établissements scolaires, que ce soit primaire, secondaire et même universitaire. Et évidemment, les parents. Voilà. Quelles sont les informations nécessaires pour pouvoir obtenir une cotation, ce que nous appelons dans notre jargon cotation? En fait, c'est le prix. Donc, afin de déterminer le montant de la prime, nous aurons besoin des informations ci-dessous. Si vous êtes un établissement scolaire, vous devez nous communiquer le nom et l'adresse de l'établissement, le type d'enseignement que vous dispensez, si c'est général, si c'est technique, etc., l'effectif des élèves et du personnel de l'établissement et le choix des capitaux à couvrir. Vous voyez, c'est à ce moment-ci que nous décidons. Ça, c'est vraiment ce qui est bien à savoir sur un contrat d'assurance. On s'entend sur le capital à couvrir. On ne vous impose rien. Et vous, en tant que chef d'établissement, comment vous voulez manager peut-être vos coûts, optimiser les coûts? Vous voyez que, OK, pour tel capital, je peux payer la prime et nous faisons l'offre sur cette base-là. Et au moment de la tarification, nous avons à ce stade-là besoin que de l'effectif des élèves. Vous allez peut-être dire qu'on a 1000 élèves et peut-être 100 personnels d'encadrement. Cela nous suffit. On fait donc la cotation. Et si on est d'accord sur les conditions, vous payez la prime. Et au moment de rédiger le contrat, nous aurons besoin de la liste des élèves et de la liste du personnel d'encadrement de l'école que nous allons annexer au contrat. Ça, c'est pour éviter des lenteurs inutiles au moment du sinistre. De sorte que quand un enfant qui a été assuré est touché, on donne le nom, nous-mêmes nous regardons dans notre base de données, on retrouve cet enfant et on accélère assez rapidement avec le processus d'indemnisation. Et je précise également que c'est une liste qui n'est pas figée, parce que le contrat d'assurance n'est pas également un document figé. Il peut arriver, vous avez peut-être communiqué une liste au début à la rentrée,
Et un mois après, cette liste-là a varié. Vous informez l'assureur qu'au début, on avait dit qu'on avait 1000 étudiants, 1000 élèves. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes peut-être à 1000, à 1100, il y a 100 personnes, 100 élèves supplémentaires. Voici les noms. On fera donc ce qu'on appelle dans notre jargon un avenant, où on va incorporer ces élèves-là dans la garantie. Et eux, ils sont également couverts dès le moment où la prime d'incorporation est payée. Et on rédige un avenant. Voilà. Maintenant, si vous êtes un parent, vous nous donnez le nom des enfants à assurer, le nom des écoles où ils fréquentent, l'âge, la classe, le sexe, et ensuite le choix des capitaux à couvrir. Nous pouvons vous proposer des capitaux, juste à titre d'information, mais ensemble, on suivra ce que vous aurez opté, votre choix, parce que c'est vous qui payez la prime. C'est vous qui acceptez d'être assuré. Voilà. OK. Donc, nous sommes à la fin de notre présentation et je vous dis merci. Merci vraiment d'avoir pris du temps pour participer à cette présentation et de vos questions. Et de vos questions. Et c'est pas la fin. Vous avez nos adresses qui figurent là. Vous pouvez les noter et nous contacter même après pour voir si vous avez besoin de plus d'informations ou même de souscrire. Mais avant d'arrêter, je vois des questions qui tombent. Donc, on va prendre ces questions-là. On va prendre ces questions-là. Mais je précise également que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Vous avez nos contacts, vous les avez notés. Si vous avez des questions, même après, parce que parfois, l'étincelle peut venir après, vous vous souvenez que, ah, j'ai oublié de poser telle question, ce n'est pas tard, vous pouvez toujours le faire. Donc, je vais également prendre encore quelques questions. OK. Est-ce que Activa offre des réductions en fonction du nombre d'élèves assurés? Ça, c'est oui. Je réponds sans même réfléchir, c'est oui. Parce que l'assurance fonctionne sur le principe de la mutualisation. Plus on est nombreux, plus on optimise au niveau de la prime. Et ça, c'est le même principe du commerce de façon générale. Hein. Quand vous partez, celui qui achète une seule télé, on ne vend pas au même prix que celui qui vient acheter 10, 20, 30 en une seule fois. Donc, en assurance également, ce principe-là existe. Donc, c'est oui. Ça, c'est oui. Prière de nous préciser sur les délais d'indemnisation. Par exemple, pour une assurance risque individuel, je déclare aujourd'hui dans combien de temps vous prenez en charge. OK. Il faut comprendre que ici, je vais aussi être, parce que la question a été une question très directe, moi aussi, je vais répondre de façon très directe. Lorsque vous déclarez à l'assureur, ça veut dire que vous dites à l'assureur qu'il y a eu un sinistre. Ça, c'est la déclaration. Maintenant, il faut accompagner la déclaration des éléments pour instruire le dossier. S'il y a peut-être eu un cas de décès, je dis par exemple, le décès, ça c'est vraiment ce que je ne souhaite pas, vous déclarez seulement à l'assureur que ah, l'enfant tel, 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 qui était assuré comme ça, il a eu un décès. Vous comprenez avec moi que c'est une information très, très minime. Donc, il va falloir communiquer à cela les circonstances, le certificat de décès. Et lorsque l'assureur a tous ces éléments-là, le paiement intervient quasiment dans la semaine. Tout ce qui peut traîner, c'est peut-être la procédure d'émission du chèque, etc. Mais un cas de décès, et que vous avez donné avec le certificat de décès et tout, c'est aussi simple. Ça va très vite. Maintenant, quand vous déclarez, par exemple, que l'enfant a eu un accident et que il n'est pas mort, ça c'est vraiment une bonne nouvelle,
il est juste blessé et il faut payer les frais médicaux. Il faut annexer à cela les factures de l'hôpital. Il faut tous ces éléments-là, on a besoin. Et lorsqu'on a tout ça, immédiatement, on procède au paiement. Donc, malheureusement, de l'expérience que j'ai, c'est parfois les assurés eux-mêmes qui craignent, qui font craigner l'indemnisation. Vous allez voir peut-être, j'ai eu des cas où l'assuré déclare un sinistre. Il nous donne les pièces en compte-gouttes. Pourtant, il connaît toutes les pièces. On lui dit que, OK, il déclare le sinistre. Il dit que, ah, je vous déclare le sinistre que l'enfant a eu peut-être un accident. Tout simplement. On accuse de réception, on lui donne le numéro de police, on lui dit que, OK, complétez, s'il vous plaît, ces informations. On donne les informations. On réclame peut-être 2 pièces ou 3 pièces. Des pièces qui ne sont vraiment pas difficiles à avoir. Il vous donne une seule pièce sur les 3. On accuse de réception, on réclame encore les 2 autres pièces. Une semaine après, il revient, il donne encore une pièce. Vous voyez, ça fait déjà une semaine de perdu. Donc, ce que moi je vous exhorte, c'est qu'en cas de sinistre, faites tout pour déclarer le sinistre et compléter les pièces qu'il faut pour nous permettre d'avancer rapidement dans l'instruction du dossier sinistre. L'une des caractéristiques du contrat d'assurance est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire l'assuré adhère au contrat. Alors, y aura-t-il des séances d'explication pour les assurés afin qu'au moment des sinistres, qu'il n'y ait pas de problèmes ou voilà, car cette limitation de terrain doit clairement être expliquée au moment de la souscription. Oui, c'est vrai, le contrat d'assurance, c'est un contrat d'adhésion. Mais ici, il faut comprendre que l'adhésion dont il est question, c'est sur les conditions générales. Vous savez qu'un contrat d'assurance a les conditions particulières et les conditions générales. L'adhésion, c'est par rapport aux conditions générales. Et c'est pour ça que le régulateur, comme j'ai parlé tout à l'heure, donne son avis, donne son visa pour les conditions générales des contrats. Donc, nous réutilisons cela, on dépose ça chez le régulateur, il le lit, il corrige, il dit que non, cette clause-ci ne protège pas suffisamment les assurés, enlever ou bien reformuler. Telle autre clause n'est pas dans l'intérêt des assurés, enlever. Quand on enlève tout ça, maintenant le régulateur voit que le texte protège suffisamment les intérêts des assurés, il donne son visa. C'est qu'elle a donné son visa, on ne peut plus donc modifier ces conditions générales. L'aspect adhésion, c'est sur les conditions générales. Maintenant, sur les conditions particulières, on négocie. C'est vous et nous, on s'entend. C'est pour ça que les garanties, les limites couvertes, etc., tout cela se trouve dans les conditions particulières. Et l'autre point de votre question, c'est oui, avant de souscrire, vous avez le droit de demander même un projet de contrat et de lire et de poser toutes les questions. Et on le fait. Moi, je donne des graphes, des projets de contrat à mes assurés quand ils demandent. Et je réponds à leurs questions. J'ai même ces genres d'assurés parce que je suis sûr qu'on n'aura pas de problème au moment du sinistre. Je préfère des assurés qui prennent du temps pour poser des questions au moment de la souscription que les assurés qui ne me posent des questions que maintenant au jour du sinistre. Parce que ça veut clairement dire qu'on aura des soucis. OK, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci encore et je propose qu'on arrête ici et qu'on continue peut-être à travers les mails et les contacts que vous avez relevés. Merci bien, merci de votre participation et bonne journée à vous. Bon début d'après-midi. Voilà.